Merci beaucoup, merci d'être là aussi. Je vais commencer par la fin. Il y a une année exactement, j'ai pris le commandement d'un régiment de l'OTAN. Ce régiment avait 277 personnels et il avait du personnel de 17 pays différents. Donc c'est une opportunité absolument extraordinaire. Je peux vous dire, si vous avez la moindre hésitation, est-ce que c'est quelque chose pour vous? Est-ce qu'il faut aller dans cette direction-là? Est-ce qu'il faut se poser les questions? Est-ce qu'il faut y aller? Comment est-ce qu'il faut y aller? Quand est-ce qu'il faut y aller? Etc. Je peux vous dire exactement comment s'est passé mon entretien d'embauche. J'ai le droit de parler d'un entretien d'embauche, puisque j'étais sous contrat. J'ai reçu un téléphone à 17h, un jeudi soir. Ça tombe bien, parce qu'on n'est pas loin de 17h. 17h, c'est une bonne heure. Et on est à Genève, j'étais au domaine de Pente, et le commandant remplaçant du centre de compétences SwissInt me dit « Dis donc Alex, tu as parlé d'un intérêt, d'une motivation pour quelque chose, et là, je dois te dire, on a trouvé un job, on a réussi à décrocher un poste intéressant, c'est un truc qui ne s'est jamais fait, est-ce que tu viens ?» Et puis je lui dis, bon, de quoi s'agit-il? Il m'explique, tu vas commander un régiment, tu vas t'occuper de ceci, tu vas t'occuper de cela, mais tu seras en même temps ceci, puis tu vas en faire en même temps cela. Donc c'était un peu confus, la première fois que j'ai entendu ça. En plus, il faisait froid au domaine de Pente. Et je dis, écoute, on va faire la chose suivante. Tu me donnes 60 secondes et je te donne ma réponse. Et les 60 secondes, j'ai fait un tour complet sur moi-même au domaine de Pente qui est un endroit illustre pour plusieurs raisons. Ça a été la demeure de Marc Birkicht, le fondateur de Hispano Suiza, fabricant non seulement de moteurs, mais d'armes, d'avions, enfin toute une série de choses. Ça a été pendant longtemps le musée des Suisses dans le monde, donc vraiment un pan d'histoire importante pas seulement de Genève, mais de la Suisse. Et puis c'est aussi le musée militaire genevois, qui était juste en face de moi en train de parler au téléphone. Donc je crois que j'ai utilisé la moitié de mes 60 secondes. Et puis je lui ai dit, écoute, là il vient de m'apparaître quelque chose. C'est que le dernier Suisse qui a commandé une unité importante en dehors de nos frontières, c'était en 1856, la guerre de Crimée, aux côtés des Britanniques. Donc ma réponse c'est oui. Puis après, on verra comment on goupille les détails. Donc, si je peux vous donner un conseil, ça ne sert à rien de discuter, etc. Vous avez quelqu'un de très compétent qui va répondre à toutes vos questions. Mais d'abord, il faut qu'il y ait de l'élan, il faut qu'il y ait de l'intérêt, il faut qu'il y ait de la motivation. Puis après, on regarde les détails, on regarde ce que vous pouvez faire, on regarde à quel moment on peut le faire. Je dirais, toutes ces questions-là, c'est des questions techniques, je n'ai pas dit logistique, parce que la logistique, c'est très important, mais c'est des questions techniques, puis on arrive à régler ces questions techniques. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir la motivation de faire quelque chose, et de faire quelque chose d'intéressant, de nouveau et d'utile. Voilà ce que je propose de vous présenter pendant ces prochaines minutes. Et puis après, bien sûr, la conversation, elle ne s'arrête pas là. J'espère qu'au contraire, c'est le début d'une discussion, c'est le début d'un dialogue. Mais on va parler d'un petit peu d'histoire. Je vous indique, comme ça en passant, que vous avez un numéro quasiment thématique de la revue militaire suisse qui a été préparée avec SwissInt sur les 25 ans de la Swisscoi, qui est le contingent le plus important de la Suisse à l'étranger, pratiquement 50%, voire un peu plus de 50% de tous les peacekeepers, donc de tous les militaires que l'on envoie en dehors de nos frontières servent au sein de la Swisscoi. Donc c'est quand même quelque chose de très très important. Vous avez ici donc ce registre, ces repères historiques qui vont vous expliquer, peut-être pas tout à fait aussi bien que moi, mais enfin ce sera des autres arguments, pourquoi est-ce que la Suisse est impliquée dans les Balkans, pourquoi est-ce qu'on est impliqué au Kosovo, etc. Et puis vous avez plus récemment ce numéro de la revue militaire suisse qui vient de sortir il y a quelques semaines. Et ici, vous avez pratiquement que des articles qui concernent le conflit dans les Balkans, c'est-à-dire l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire la Croatie, la Slovénie, Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Il y a certains auteurs d'articles dans ce numéro qui sont présents ici, donc ça me fait toujours très plaisir.
Certains dans cette salle savent que je me suis beaucoup impliqué dans ce conflit des Balkans dans les années 1990. Et ce que je peux vous dire, c'est que le prochain numéro qui va sortir aux alentours du 20 novembre va être en grande partie consacré au Kosovo. Donc si vous avez de l'intérêt, servez-vous des numéros qui sont ici à votre disposition et puis allez sur le site, documentez-vous. Vous avez des QR codes qui permettent de télécharger un certain nombre de ces informations, donc faites-le avec grand plaisir. On va parler d'histoire. Je vais vous parler, ce sera peut-être la toute première fois sur ce pupitre à l'Université de Genève que je suis là pour faire une conférence pour expliquer ce que j'ai fait moi. C'est quelque chose d'assez insolite, mais j'aime bien les premières. Donc, on va parler un petit peu de ce que j'ai vu sur place. Et puis, bien sûr, vos questions m'intéressent beaucoup. Et puis, la troisième question que l'on m'a beaucoup posée, j'ai presque trouvé ça étonnant, surprenant, c'est pourquoi est-ce qu'on est encore aujourd'hui au Kosovo après 25 ans ? Et plus j'y pense, plus je me dis qu'il faut répondre à ces questions, il faut engager la discussion dans ce domaine-là, parce que sinon, on va trouver de bonnes excuses finalement de faire moins, de faire différemment, de ne pas faire. Et ça, c'est pas une solution. J'essayerai de vous expliquer pourquoi ça, c'est pas une solution. Mais bien sûr, il faut être clair, il continue d'y avoir un certain nombre de problèmes, un certain nombre de questions qui se posent dans les Balkans aujourd'hui. Donc, la guerre, c'est il y a longtemps, mais les conséquences de la guerre, elles sont encore avec nous aujourd'hui. Les autres éléments qui sont ici présentés sur ce folio, j'aimerais vous dire que vraiment, toutes les personnes avec qui j'ai eu le plaisir, la passion, l'honneur de servir, ont pris cette mission, cet engagement de manière extrêmement sérieuse. C'est-à-dire, oui, on va apprendre des choses, oui, on va développer des compétences personnelles, oui, on va essayer de nouvelles choses, oui, on est passionné, on est intéressé par ce que l'on fait. Mais il y a une volonté de servir, il y a une passion personnelle qui était perceptible à tout moment. Et bien sûr, le risque n'était pas totalement absent. J'ai dit avant de partir au Kosovo que à peu près, pour dire les choses de manière un petit peu rapide. Au Kosovo, vous avez un grand pépin, vraiment un incident par semaine. Alors après, il y a les gens peuvent être très créatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un incident chaque semaine? Et puis une bombe chaque mois. Et à la fin de cet engagement, je peux dire, grosso modo, on était à peu près dans cette statistique-là. Donc c'est pas un endroit où il ne se passe rien. Et de partir avec un idéalisme où on s'imagine qu'on va faire des choses sympas et rencontrer des gens bien et que tout le monde nous aime, c'est pas la bonne attitude pour partir dans une mission de maintien de la paix à l'étranger. Et encore une fois, l'instruction, l'engagement démontre qu'il faut faire preuve ici de sérieux. Et puis j'aimerais rappeler, puisque j'ai appris aujourd'hui la nouvelle que très prochainement, c'est-à-dire dans une dizaine de jours, aura lieu la cérémonie d'une personne qui a servi sous mon commandement, le Major Hirtz, que vous voyez ici sur cette image. Quand j'ai dit qu'il y a des gens passionnés, ça c'est une personne qui était vraiment passionnée, qui est décédée il y a quelques jours, malheureusement, qui était officier logistique, un des 2 officiers logistiques qui a on parlait de modèle de service. Alors voilà un modèle de service intéressant, c'est quelqu'un qui travaillait professionnellement pour Suissint et 2 personnes en fait pourvoyaient ce poste et à tout moment il y en avait un qui était au Kosovo et l'autre était en Suisse. Voilà comment on peut s'imaginer de l'originalité, de la flexibilité dans ce type d'engagement. C'était quelqu'un qui était tellement passionné par son activité qui m'a dit qu'il avait fait son travail de master sur le dépannage de véhicules militaires au Kosovo. Et normalement, quand quelqu'un vient vers vous et dit « j'ai fait ma thèse de master sur le dépannage de véhicules militaires au Kosovo », vous répondez quoi ?
vous êtes passionné, intéressé, et vous allez passer 2 nuits blanches sur le PDF du Major Hirtz pour apprendre quelle est la statistique de panne et puis quels sont les types de véhicules qui tombent le plus en panne au Kosovo. Ben, c'est exactement ce que j'ai fait. Et la semaine suivante, je lui ai dit, tu présentes ça à ton rapport, puis après je vais présenter ça au commandant de la KFOR, et puis on verra si on peut tirer des conséquences qui sont utiles. Parce que derrière ce type qui était passionné par son travail, par ses multiples engagements à l'étranger, il y a de la réflexion, il y a de la volonté de bien faire, et puis au final, il y a des solutions qui ont été développées, il y a des crédits qui ont été investis, il y a des véhicules, des types de véhicules de dépannage qui ont été achetés, il y a une doctrine d'engagement qui a été adaptée, etc. Donc moi, j'ai trouvé passionnant que quelqu'un se dise un matin, oui, moi je vais faire un travail universitaire sur le dépannage de véhicules militaires au Kosovo. C'était 160 pages de lecture, je pense que je n'ai pas perdu mon temps, et je pense qu'on a eu des discussions qui étaient ensuite très intéressantes, et j'espère bien sûr que le projet continue et se développe dans ce sens. Vous savez, bien sûr, je suis rédacteur en chef de cette revue, la Revue militaire suisse, donc je parle avec une certaine liberté de ton. Si vous n'êtes pas content avec ce que j'ai dit, c'est pas grave. Mieux vaut un colonel qui vienne et qui vous dit ce qu'il a vu, ce qu'il pense, ce qu'il réfléchit, même si de temps en temps, ce n'est pas 100% la bonne solution à tous les problèmes, plutôt que quelqu'un, EMG ou pas, qui viennent et qui répond à 100% juste, de manière juste, mais qui ne va rien vous apprendre pendant toute la soirée. Donc, à un moment, il faut choisir. S'il y a des erreurs, je les assume, il n'y a pas de problème, mais on n'avance pas quand on veut faire tout absolument juste selon le règlement. Il faut aussi se projeter, il faut aussi se poser des questions. Je signale, puisqu'il y a quand même beaucoup d'étudiants dans cette salle, qu'à partir du 1er janvier 2026, le Centre d'histoire et de prospective militaire va organiser des cours d'histoire militaire. L'année 2026, ce sera sur le thème de la stratégie, et ce programme d'une dizaine de cours d'histoire militaire sera couronné par un certificat. Donc je ne peux que vous encourager à vous renseigner sur le site du CHPM et puis ensuite de nous rejoindre. Voilà, mon histoire personnelle, c'est pas très important, mais on arrive à un peu d'histoire. Et cette visualisation qui vaut ce qu'elle vaut pour expliquer toute la complexité de ce conflit dans un pays qui était la Yougoslavie, qui était un beau pays, qui était un pays qui a bien fonctionné, qui était un pays relativement prospère à une certaine époque, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais un pays qui a connu une période extrêmement trouble. 1980, c'est le décès d'une personnalité extrêmement importante dans cette République fédérale de Yougoslavie, Tito, et la succession de Tito, comme la succession d'un certain nombre d'autres personnalités très fortes à travers le monde, a été ensuite très difficile. Et donc, même si on a cette vision du titisme ou de l'époque de Tito en Yougoslavie, d'un État extrêmement centralisé, d'un État extrêmement fort, eh bien, cette situation s'est dégradée très rapidement. Elle s'est dégradée très rapidement et au lieu d'avoir une personnalité forte, eh bien, on a eu en fait un espèce de conseil. Je ne me permettrai pas d'appeler ça un conseil fédéral, mais un conseil qui réunissait les dirigeants des 7, oui j'ai bien dit 7 républiques différentes, et au lieu d'avoir une personnalité forte qui prenait des décisions, et puis ensuite c'est bon, c'est pas bon, et on assume après, eh bien ce conseil a dû gouverner de plus en plus par un système de majorité et de consensus. Et c'est là que les choses ont commencé à se gripper, c'est devenu compliqué, et tout est devenu, dans ce conseil de 7 personnes, une question de pouvoir. Et une république seule devait quelque part subordonner un certain nombre d'autres républiques pour garantir d'avoir la majorité dans les décisions. Alors en Suisse, on fait ça par consensus, on fait ça par respect
mutuel, on fait ça par la raison. Là-bas, c'est plutôt par l'influence, pour ne pas dire... voilà, on se met d'accord entre soi. Et cette réorganisation politique a été un véritable défi pour la Yougoslavie. Les Jeux Olympiques, pas très importants, si ce n'est dans la symbolique, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qui s'est passé après. C'est que la République fédérale de Yougoslavie, qui profitait énormément de ces échanges Est-Ouest, puisque finalement tout le monde allait en vacances là-bas, qu'il s'agisse de gens venant des pays de l'Est ou de gens de l'Occident, eh bien, petit à petit, la source de l'économie de la Yougoslavie a piqué du nez. Il a été beaucoup plus facile pour certains dirigeants finalement d'aller s'approvisionner en argent et en ressources fraîches en provenance de la communauté internationale et des États-Unis. C'est pour ça que vous avez le logo du Fonds monétaire international. Et là, les choses ont commencé à se dégrader de manière très rapide à la fin des années 1980. Fin des années 80, vous avez la chute du mur de Berlin, et à partir de cette chute du mur de Berlin, on commence à se poser vraiment la question de l'intérêt stratégique de cette Yougoslavie qui était à cheval entre l'Est et l'Ouest, et la situation a commencé à se dégrader très rapidement. Ce qui est intéressant ici, c'est deux choses. La première, vous voyez la liste des différentes indépendances ou déclarations d'indépendance de pratiquement toutes, en tout cas aujourd'hui c'est le cas de toutes les républiques de l'ex-Yougoslavie. Ça a été vraiment comme une traînée de poudre. Mais il y a une deuxième chose qui est très très intéressante dans ce conflit de l'ex-Yougoslavie, c'est qu'il a commencé au Kosovo. Et ça, on l'oublie, il a commencé au Kosovo parce que c'est au Kosovo que Slobodan Milosevic a commencé à appeler à ses valeurs fondamentales, nationales, nationalistes, en particulier de lutte contre certaines communautés, et en particulier la communauté albanaise, musulmane, puisque c'est à côté de Kosovo-Polier que se trouve le monument qui représente, qui symbolise ce clash des civilisations. Après, ce n'est pas à moi de dire qui a gagné cette guerre, c'est une autre partie de cet exposé, mais fondamentalement, c'est au Kosovo que les premières difficultés ont débuté, déjà en 1990. 1992, c'est la création de l'UÇK, et l'UÇK, comme vous le savez peut-être, ça intéresse la Suisse parce que l'UÇK a été créé en 1992 à Vevey. À Vevey. Donc, si vous êtes en train de vous poser la question, comme beaucoup, pourquoi, que fait la Suisse au Kosovo? Eh bien oui, la Suisse a, depuis longtemps, depuis même avant le conflit, des liens, des intérêts, des interdépendances très fortes avec cette région du monde, et en particulier avec le Kosovo. Je vais très très vite, parce que je ne vais pas refaire l'historique de ce qui se trouve à votre disposition dans cette revue, mais gardez ça à l'esprit, les différents conflits de l'ex-Yougoslavie sont fascinants parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Il n'y en a pas deux pareils. La Slovénie, c'est un cas qui n'a rien à voir, rien du tout, avec le conflit en Croatie, qui n'a rien du tout avec le conflit en Bosnie-Herzégovine, qui n'a finalement pas grand-chose avec ce qui s'est passé au Kosovo. Donc vous avez, j'ai parlé d'une traînée de poudre, vous avez tous ces conflits qui ont lieu dans la même région, c'est plus ou moins indirectement les mêmes acteurs, mais ce n'est pas du tout la même dynamique des conflits. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. Je termine cette présentation très, très rapidement parce qu'il se trouve en haut du tableau. Vous avez très rapidement la communauté internationale qui s'est engagée dans les Balkans. Pourquoi est-ce que cette communauté internationale s'est engagée ? On pourrait passer toute la soirée, ce serait un autre sujet pour en parler. Mais fondamentalement, il y avait une raison européenne de s'engager ici. Si ma mémoire est bonne, le président Bush père a dit aux Européens « This is Europe's backyard », c'est à vous de régler le problème. Et les Européens, quelque part, se sont dit effectivement, si on veut construire l'Europe, il va falloir d'abord démontrer qu'on arrive à s'entendre sur un sujet qui nous concerne directement, qui est à proximité directe de chez nous. Et donc, oui, les pays européens se sont assez fortement engagés.
Alors on peut dire bien, pas bien, c'est pas le sujet de la discussion de ce soir, mais ça a pris cette forme d'une intervention de la communauté internationale qui s'est soldée quand même par de graves échecs. Pas seulement parce qu'à la fin il y a eu des massacres, pour ne pas dire un génocide, mais aussi parce que méthodologiquement, les acteurs principaux n'étaient pas d'accord sur ce qu'il fallait faire dans ce conflit. Et il devient très clair, déjà à partir de 1993, donc quelques années, une année après la création de cette force de protection des Nations Unies, une force qui est dirigée par l'Organisation des Nations Unies, il devient clair que ça va pas suffire. Il va falloir une coalition militaire qui gère pas uniquement de manière diplomatique et humanitaire la crise, mais qui intervienne avec des moyens militaires. Et très rapidement, on parle de développer une force robuste. Cette force robuste, vous la voyez en 1995, c'est cette opération Deliberate Force, c'est l'OTAN qui intervient en Bosnie-Herzégovine, mais pour pouvoir intervenir en Bosnie-Herzégovine, il faut frapper un certain nombre de cibles qui se trouvent en réalité dans toute la région, et il faut mettre avec cela des évolutions géopolitiques majeures, stratégiques majeures, comme par exemple l'adhésion de toute une série de pays de l'Est de l'Europe à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, de manière à verrouiller la Serbie, ou la République de Yougoslavie, qui existait encore à l'époque, de manière à verrouiller cette puissance militaire de l'époque. Et c'est ce qui se passe en 1995, avec une intervention extrêmement forte. Quand je dis extrêmement forte, on est en train de parler d'une force de 50 000 militaires, avec tout ce qui se faisait comme matériel lourd qui a été conçu pour la guerre froide. Et s'ensuit cette période où, en Bosnie-Herzégovine, on a maintenu une organisation internationale, où on a créé une organisation internationale en Bosnie-Herzégovine. On a maintenu pratiquement à distance ou sous tutelle les anciens belligérants. Et comme vous le voyez ici sur ce graphique, à partir de 1998, c'est un autre départ d'incendie. Et ce départ d'incendie, il a lieu au Kosovo, parce que ces forces militaires serbes, qui s'étaient fait les dents pendant plusieurs années en Bosnie et ailleurs, eh bien, ont trouvé quelque part un autre champ, un autre terrain d'activité, et ça a été les insurrections qui existaient effectivement et qui se sont développées à partir de 1998 au Kosovo, qui a toujours été considéré comme une province secondaire, une province pauvre. On parlait même à l'époque d'une province poubelle. Quand vous verrez certaines photos, vous comprendrez peut-être pourquoi on parle de poubelle. Il faut rappeler juste que le Kosovo, c'est le pays, pour autant qu'on considère que ce soit un pays indépendant et reconnu, c'est le pays le plus pollué d'Europe. C'est le pays aussi où l'espérance de vie est la plus forte. Donc c'est le pays où le chômage est le plus élevé. Donc vous pouvez imaginer que déjà avant le conflit, le Kosovo posait problème en Yougoslavie, et ces problèmes se sont développés à partir de 1998 avec un élan nationaliste qui a demandé l'unification avec l'Albanie, et donc la création potentiellement d'une grande Albanie dont on ne va pas parler aujourd'hui. Et donc, à partir de 1999, c'est cette opération Allied Force, donc de nouveau une intervention très importante de l'OTAN, de nouveau 50 000 soldats qui pénètrent au Kosovo. Il y a un déplacement par phase, un retrait par phase des troupes yougoslaves, et finalement on arrive à la situation actuelle, c'est-à-dire une présence internationale, une présence de l'OTAN, une présence sécurisante, c'est-à-dire la KFOR, la force du Kosovo. Quelques cartes pour parler du Kosovo. Sur la gauche, vous voyez la géographie du pays. C'est un pays qui est relativement montagneux. Je ne vais pas m'aventurer dans cette discussion. C'est quoi un pays montagneux? À quelle altitude? Est-ce qu'on considère qu'on commence à voir des montagnes? Enfin, vous avez beaucoup de montagnes au nord, vous avez aussi des montagnes au sud. Vous aurez compris que c'est un pays
plus ou moins difficile d'accès et dans lequel on a investi, ou la communauté internationale a investi ces 15 dernières années massivement dans le domaine des transports, des infrastructures de transport, notamment la construction d'autoroutes. Et donc d'un pays enclavé qui n'a pas accès à la mer, le Kosovo est devenu en fait un pays extrêmement bien connecté dans les Balkans et qui représente aujourd'hui un intérêt géopolitique qu'il n'a pratiquement jamais eu par le passé. La carte du milieu vous montre autre chose, c'est une carte politique, et elle vous montre les 29 municipalités du Kosovo. On va revenir à cette question des municipalités tout à l'heure. Ce sont des grosses municipalités, même si le Kosovo est un petit État, mais c'est vrai que ces 29 municipalités, c'est un enjeu majeur, puisqu'il y a en fait beaucoup d'autonomie de décision et de pouvoir. Et ce qui pose le plus problème, c'est la carte de droite, c'est la carte des minorités. Alors d'imaginer qu'il n'y aurait que 2 communautés au Kosovo, c'est être très très loin de la vérité, mais on va dire que grosso modo, vous avez 80 à 85%, la grande majorité qui sont albanophones. Vous avez ensuite une minorité qui s'est réduite beaucoup, qui est d'origine serbe et qui est orthodoxe. Et puis ensuite, vous avez quelque chose comme 3 à 5% de la population bosniaque, rome. Enfin, vous avez toute une série d'autres populations. Et vous verrez que cette diversité, la carte que vous avez ici est une carte qui a été réalisée par l'ONU. J'ai plus exactement la date en tête, mais le dernier recensement valable date de 2011, donc vous voyez qu'on n'a pas des chiffres de première fraîcheur. La situation s'est beaucoup empirée en termes de diversité au Kosovo. Voilà, ça pour avoir les cartes à l'esprit. La KFOR, qu'est-ce que c'est ? C'est cette force d'intervention de l'OTAN qui est intervenue en 1999 et qui, à l'époque, comptait 4 divisions, j'ai bien dit 4 divisions, 55 000 soldats. Et l'unité que j'ai eu le plaisir, l'honneur de commander, le JLSG, c'était à l'origine, quand elle a été créée en 2010, c'était une brigade qui était commandée par un général de brigade grec la première année, puis ensuite par des Allemands pendant très très longtemps. Et ce JLSG qui regroupait tous les éléments logistiques de toutes les différentes divisions, de tous les différents pays membres de la KFOR, eh bien, représentait un petit peu plus de 12 000 soldats. Et donc vous voyez que si aujourd'hui on a plus 55 000 soldats, mais on en a un peu moins de 5 000, vous voyez que toute proportion gardée, le JLSG a aussi été beaucoup réduit, puisqu'il y a un rapport entre le nombre de troupes, on va dire combattantes, le front, et puis les arrières qui assurent le soutien de cette force. Vous voyez ici les différents secteurs qui ont été répartis à l'époque. Une question intéressante, pourquoi la France au nord ? Parce que finalement, les Français, c'était ceux qui étaient considérés à tort ou à raison comme le plus neutre ou le plus pro-serbe, ouvert aux Serbes et aux orthodoxes. Et donc, à ce titre-là, ils étaient mieux acceptés par les 4 communes, les 4 municipalités du nord du Kosovo, qui étaient à très forte majorité serbe. Et donc, on arrive à cette photo de droite, qui est le pont d'Austerlitz. Les Français sont passés par là. Ce pont d'Austerlitz, vous allez le revoir dans certaines autres photos. Et vous voyez une photo qui décrit la protection que les troupes françaises ont mise en place sur le pont d'Austerlitz. Et moi, j'ai rencontré plein de gens sur place. J'y allais chaque semaine. J'ai rencontré toute une série de gens sur place qui disaient « ce sont les Français qui nous ont sauvés » parce que ce plan de retrait progressif de l'armée fédérale yougoslave, eh bien, on avait peur que l'OTAN ne s'arrête pas à la limite ou que l'UÇK ne s'arrête pas à la limite qui était prévue, qui était le fleuve Ibar, qui passe sous ce pont que vous avez ici, et que finalement l'UÇK prenne l'ensemble du pays et puis nous torture, nous force à partir. Et donc ce sont les Français qui ont, entre guillemets, sauvé, qui ont stoppé la progression de l'UÇK et qui ont arrêté la progression de l'OTAN. Encore une fois, c'est une perception de cette communauté serbe et c'est pour ça que ce pont
d'Austerlitz à Mitrovica. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il continue à faire parler de lui de manière aussi importante. Voilà. La communauté internationale, je l'ai dit, a été très importante et s'est beaucoup impliquée dans les Balkans, elle s'est beaucoup impliquée au Kosovo. Et sans vous faire tout un cours d'histoire et de droit international, j'en serais incapable et surtout, je n'ai pas envie un jeudi soir de faire ça. Il y a un document qui est fondamental, qui est extraordinaire, qui mérite d'être lu. C'est tout à gauche sur cette image, la résolution 1244 de 1999. Tout est dit. Tout est dit. Et on n'a pas fait mieux depuis. Tout est dit. C'est un compromis entre toutes les parties en présence, y compris la Serbie, y compris la République fédérale de Yougoslavie. Et là-dedans, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises. Une décision qui est prise, c'est de dire les forces de la République fédérale de Yougoslavie se retirent du Kosovo, entre guillemets, à jamais. Elle dit aussi il faut que la sécurité de la population soit assurée par un acteur neutre, et cet acteur neutre, c'est la KFOR. Donc le garant de la sécurité du Kosovo, dans cette résolution 1244, c'est la KFOR, c'est l'OTAN et personne d'autre. On parle aussi d'efforts de la communauté internationale pour la création d'un État, donc vers l'indépendance. Et ça, c'est la mission de l'UNMIK, l'Organisation des Nations Unies, qui est encore présente aujourd'hui au Kosovo. On parle bien sûr de contributions et d'aide de la communauté internationale et en particulier de l'Union européenne. Donc il y a une mission qui s'appelle EULEX, c'est la présence et les investissements et les directives et les aides et les discussions qui ont lieu, qui sont des contributions de l'Union européenne. Et en particulier, vous avez ici la base EULEX, où se trouve un contingent de 96 policiers internationaux. Alors, quand j'y étais, c'était des Polonais. Je crois que ça a changé depuis, c'est pas très important. Mais vous avez cette présence policière en cas de débordement, en particulier dans le nord du Kosovo. C'est EULEX qui porte une certaine responsabilité. Et puis, vous avez un certain nombre d'États, vous avez un certain nombre d'entités. L'Union européenne a des intérêts dans la paix au Kosovo, les États-Unis également. Bref, vous avez un envoyé spécial européen, vous avez aussi un envoyé spécial américain au Kosovo. Vous avez bien sûr les ONG, les agences d'aide au développement qui sont très présentes au Kosovo, y compris la DDC. La Suisse fait beaucoup. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous voulez des raisons pour lesquelles la Suisse est tellement intégrée et importante au Kosovo, eh bien à peu près 25% du PIB du Kosovo provient des remittances, c'est-à-dire les économies qui viennent de ressortissants kosovars en Suisse et qui sont transférés ensuite vers le Kosovo. Donc c'est absolument énorme. Et moi je peux vous dire, j'ai eu la chance de rencontrer très régulièrement la présidente, Madame Osmani, la présidente du Kosovo. Je peux vous dire que, premièrement, évidemment, et c'est tout à fait normal, elle allait serrer la main du commandant de la KFOR, qui est, je le répète, le seul acteur légitime en matière de sécurité au Kosovo et qui est le garant de la sécurité de la population du Kosovo. Ensuite, elle allait saluer le représentant, le Senior National Representative, qui était un commandant de brigade américain. Et puis le troisième, c'était généralement pour ma pomme. En sachant qu'elle a été réfugiée ici en Suisse. Elle revient très régulièrement, d'ailleurs elle a fait une visite très récemment à Berne, donc vous voyez que les liens sont quand même extrêmement forts. Puisqu'on parle de la DDC, parlons de USAID. Il faut dire qu'avec les décisions au début de cette année de la présidence de l'administration Trump, eh bien, il y a plusieurs milliers de personnes qui vivaient de cette aide au développement américaine. Et il y a aujourd'hui plus qu'un flottement. Alors voilà, disons, il y a d'autres acteurs qui peuvent s'intéresser à cela. Je vous ai dit qu'on allait parler d'histoire. Alors on a parlé des Balkans, de la Yougoslavie, ensuite on a parlé du Kosovo. Parlons un peu de la Swisscoi. La Swisscoi, elle succède directement à une mission en Albanie.
en 1999, et très rapidement, on décide qu'il faut continuer sur cette lancée, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, qu'on manque d'expérience dans un certain nombre de domaines. Donc autant Alba était une opération qui était plutôt de nature humanitaire, on a envoyé des hélicoptères sur place, le commandant Kekes, il était brigadier à l'époque, commandant des forces aériennes, qui deviendra chef de l'armée, a beaucoup appris de cette expérience et il a jugé qu'il était utile que la Suisse coopère davantage. Il ne suffit pas d'écrire un bouquin qui s'appelle « Sécurité par la coopération », il faut encore le faire. Et faire, ça veut dire envoyer un contingent suisse au Kosovo. Ce contingent suisse, la Swisscoi, il est passé par plusieurs étapes. Je ne vais pas vous faire toutes ces étapes et aller dans tous les détails. Il y a d'autres personnes qui raconteront leurs souvenirs beaucoup mieux que moi. Mais grosso modo, il y a 3 périodes. Il faut comprendre qu'au départ, la Swisscoi, c'est quoi? C'est une petite unité, c'est une compagnie d'état-major qui est intégrée, totalement intégrée dans un bataillon autrichien qui est totalement intégré dans une brigade allemande. Si vous vous posez la question, si je vais au Kosovo, quelle langue je vais parler? Alors si vous parlez la langue locale, c'est très bien. Juste après, il y aura l'anglais et juste après, il y aura l'allemand. Et je vous encourage à apprendre l'allemand parce que c'est de là qu'on vient. C'est cet engagement d'une compagnie d'état-major suisse dans un bataillon autrichien. À l'époque, on n'avait pas le droit d'envoyer des soldats armés à l'étranger. Donc moi, quand je suis allé à l'époque, c'était sans armes. C'était pas une situation très agréable. C'était pas une situation d'avenir. Le peuple suisse a corrigé le tir, c'est le cas de le dire. Et puis, cette compagnie est devenue de plus en plus indépendante. Et il y a eu, vous voyez les images ici, l'époque des piranhas. L'idée qui a été développée, c'était de créer une compagnie d'infanterie, CRC capable, donc capable de maintien de l'ordre au Kosovo. Alors évidemment, c'était quelque chose qui était très demandé par la KFOR, par la communauté internationale. D'un autre côté, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup développé de connaissances, de ressources, de savoir-faire, de matériel, d'instruction dans le domaine du maintien de l'ordre, dans le domaine de la protection des infrastructures. Et puis ensuite, on s'est posé la question, oui, mais si le commandant de la KFOR nous demande d'engager cette compagnie dans une situation de maintien de l'ordre et que ça tire de tous les côtés, est-ce que vraiment c'est l'image de la Suisse que l'on veut donner? Et donc à partir des années 2010, eh bien, on est parti dans une direction différente. On s'est dit finalement, c'est pas notre image d'envoyer cette compagnie d'infanterie entre guillemets de combattants là-bas. Et donc depuis les années 2010, on construit, on développe essentiellement dans le domaine de la logistique, dans le domaine du génie, dans le domaine du déminage, bien sûr un petit peu du médical, mais c'est ça les ressources et le savoir-faire de la Suisse aujourd'hui. Et puis voilà, pratiquement une des premières choses que j'ai demandé lorsque je suis arrivé à Stans il y a 1 an et demi, j'ai dit il fallait trouver un badge, il fallait dessiner un badge. Et j'ai dit, mais avant de commencer à dessiner un badge, montrez-moi tous les badges qui ont existé jusqu'à maintenant. On peut déjà éliminer tous ceux qui sont horribles, et puis ensuite on peut commencer à discuter. Moi, je suis très fier de ce badge parce qu'il a absolument tout. Déjà, c'est une figure féminine, c'est un symbole de la protection. Il y a un bouclier, il y a quand même une lance, on ne sait jamais. Et à part ça, c'est mes couleurs. L'or et le noir, ça me va très bien. Et finalement, je termine avec ça, le 51, c'est le 51e contingent de la KFOR, c'est normal puisqu'on a fêté les 25 ans et que les engagements durent 6 mois. 51, c'était aussi mon âge. Voilà. Quelle formation est-ce que nous avons suivi? Alors, ce que je vais faire ici, ce n'est pas du tout quelque chose de conventionnel. Je vais vous dire ce que m'a dit entre 4 yeux le commandant de corps Michaud, que vous avez ici dans l'image de gauche. Il m'a dit « Réfléchissez, faites votre enquête et dites-moi ce dont vous avez besoin. » Mais pour l'armée suisse, c'est un immense changement de mentalité. C'est un immense changement de mentalité. Et ce que je fais aujourd'hui dans le domaine de la doctrine, donc de réformer la doctrine de l'armée suisse, je peux vous dire, c'est ça. C'est
on va arrêter de vous expliquer comment vous devez faire pour atteindre un certain niveau. C'est vous qui allez regarder vos forces, vos faiblesses et qui allez dire ce dont vous avez besoin pour remplir les objectifs. Et ça, c'est un changement immense dans les mentalités. Donc j'ai eu un certain nombre d'allers-retours en direction du Kosovo, y compris avec le colonel Michaud. On a eu quelques bonnes discussions. Et puis, excusez-moi, j'ai aussi fait quelques stages et quelques séjours à l'étranger. Oui, j'ai oublié de vous préciser pourquoi le colonel Michaud. Parce que lui, il a passé 1 an et demi au Kosovo. Et il a passé 1 an et demi là-bas, en 2019, en tant que commandant second de la KFOR. Donc, lui a eu vraiment le feeling de ce qui se passait là-bas. Et puis, la question n'a jamais été de l'instruction des soldats suisses ou du manque de matériel, parce que Suicide est une organisation très professionnelle. On a 25 ans d'expérience, donc on va résoudre tous les problèmes. La formation, l'instruction, elle est d'une qualité excellente. Elle est nettement meilleure que beaucoup de pays qui contribuent des forces au Kosovo ou ailleurs. Ça n'a jamais été la question. Mais ce qui était important pour moi, c'est pas de faire de bêtises et d'engager les moyens, d'engager les forces dans quelque chose qui fait du sens. Donc si j'ai réussi à ça, c'est que j'ai bien écouté le colonel Michaud. Vous voyez ici sur la droite les images qui représentent la formation du contingent 51. C'est entre 3 et 5 mois, ça dépend un petit peu des personnels. Vous avez certains personnels qui arrivent déjà avec une immense expérience, qui ont déjà fait des missions à l'étranger. Donc on va regarder leur profil, de quoi est-ce que ces personnes ont vraiment besoin d'un refresh dans tel domaine, ou bien est-ce que c'est des gens qui sont très bien formés dans un domaine, mais on va les engager dans une toute autre activité. Alors ils ont besoin de formation, ils ont besoin de passer des permis, etc. Et puis il y a des gens qui viennent aussi, et ça c'est une spécificité de la Suisse, qui viennent avec 0 expérience militaire. Et étant donné qu'un des objectifs de l'ancienne chef de département, Viola Amerd, était d'atteindre 20% de l'effectif de l'armée féminisé ou féminin, je peux vous dire que ça va être 10%. 10%, ça va être très difficile à atteindre cet objectif. Eh bien, le contingent que je commandais avait 20% de femmes. Donc c'est possible, et il faut juste garder à l'esprit une chose, c'est qu'en temps normal, dans les services d'instruction en Suisse, on est en train de comparer une population masculine qui est obligée de faire du service avec une population féminine qui est en fait volontaire. Et donc vous avez ce ratio d'à peu près 99% d'un côté, de gens qui sont essentiellement obligés de faire du service militaire. Et de l'autre côté, vous comparez ça avec une toute autre population, c'est la population des femmes qui sont volontaires pour faire du service militaire. Et là où les choses s'équilibrent beaucoup dans la Swisscoi, c'est que bien sûr, vous comparez une population masculine volontaire avec une population féminine volontaire. Et de cette manière-là, il y a une égalisation qui se fait. Vous n'êtes plus en train de parler exactement de la même population de base. L'instruction, j'en garde de très très bons souvenirs, même un peu de nostalgie. Je dirais la chose suivante, ce qui a été très positif, c'est vraiment les synergies que l'on a trouvées avec le centre d'instruction, c'est-à-dire qu'on a été en mesure de co-diriger ou de co-organiser cette formation. Ça n'a pas été une école de recrues où quelqu'un qui vient payer ses galons de capitaine ou de major reçoit les programmes d'instruction à l'avance. Donc là, il y a eu une co-décision importante. Je peux vous dire que j'ai changé beaucoup de choses dans le cycle de commandement. Je peux vous dire que là où on a le plus pêché, et ça a été un des points de mon rapport final, c'est que les soldats sont très très bien formés, les cadres sont bien formés et les officiers d'état-major sont pratiquement pas formés. Donc on part de l'idée qu'ils doivent eux-mêmes développer leurs connaissances. Et donc j'ai dû introduire un système où un soir par semaine, avec mon état-major, eh bien, on travaille sur des exercices de gestion de crise, on travaille sur de la planification. Sinon, ces personnes-là n'avaient pas la possibilité de se former dans la fonction qu'ils allaient assumer au Kosovo. Mais voilà, j'avais un excellent chef d'état-major
qui m'a secondé là-dedans. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais voilà l'organisation de la Swissquoy. Alors, qu'est-ce qu'il est important de comprendre dans ce graphique ? Eh bien, ce qui est important, c'est quelle est la partie bleue et quelle est la partie rouge. La partie rouge, c'est la partie du contingent qui ne fait que des tâches nationales. Rien de nouveau à cela. Toutes les nations qui contribuent des forces à la Swissquoy ont des éléments qui travaillent uniquement pour leur propre nation. C'est ce qu'on appelle un National Support Element, donc une compagnie de soutien, on va dire ça comme ça, qui gère la paperasse administrative, qui gère les punitions, pour autant qu'il y ait des punitions, qui gère les relations avec le pays d'origine, l'acheminement de la logistique, etc. Donc vous avez la partie rouge, c'est des éléments qui sont utilisés de manière purement nationale. Et puis la partie bleue, c'est la partie, je m'excuse, beaucoup plus intéressante, c'est la partie qui est mise à la disposition de la KFOR, donc on parle de OPCON, Operational Control, donc un certain, disons à peu près un tiers du contingent, moi je n'avais pas vraiment d'emprise sur eux, c'est toutes les LMT, c'est ce que vous avez ici sur la droite. Donc ça, c'est des gens qui avaient un chef qui était soit grec, soit turc, soit américain, soit italien, etc. Et ça a été une manière très très intéressante de travailler, parce que bien sûr, ils étaient suisses, j'étais le Senior National Representative, donc s'ils faisaient un excès de vitesse, c'est généralement chez moi qu'arrivaient les dossiers. Mais d'un autre côté, moi je ne pouvais pas expliquer à ces gens-là qu'ils devaient prendre 2 semaines et ils devaient faire ceci, cela, parce que leur véritable chef, c'était une autre pyramide hiérarchique. Donc, un tiers, c'est cette partie des LMT. Au total, le contingent suisse, c'est 86% du contingent qui est mis à disposition de l'OTAN. Et ça, c'est très, très important. Ça ne nous sert à rien du tout d'envoyer plus de soldats uniquement sur un mandat national, ça ne nous rapporte rien du tout. Il faut envoyer le maximum de gens sur ce niveau OPCON parce que ça nous fait grimper dans les classements. Et la Suisse, qui est un tout petit pays, était au 7e rang sur les 28 États participants de la KFOR. Donc à partir du moment où vous êtes dans le haut du panier, vous commencez à avoir les jobs intéressants, les positions intéressantes, et puis vous avez une possibilité de co-décider dans cette organisation. Et puis sur la gauche de cette illustration, vous avez mon état-major, mais alors mon état-major suisse, qui est un état-major très très réduit et qui est vraiment spécialisé sur un certain nombre de tâches. Vous avez un médecin, vous avez un quartier-maître, vous avez une chef du personnel. Enfin voilà, cet état-major spécifiquement suisse pour le contingent. Les statistiques, vous savez, vous connaissez la phrase de Churchill, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées, donc moi je ne crois même pas à celles-là. Je vous montre ces statistiques qui valent ce qu'elles valent parce qu'elles étaient vraies le 25 août 2024 et tout ce qui a été changé après, c'est du bricolage. Vous avez quelques éléments forts qui ressortent de cette statistique. Une de ces statistiques qui est intéressante, vous avez en haut les statistiques pour le 51e contingent de la Swissquoy et en bas vous avez également les statistiques pour le contingent de l'EUFOR, donc en Bosnie-Herzégovine, puisque la formation a lieu en commun sous mon commandement à l'époque. Voilà pourquoi vous avez ces statistiques. Alors qu'est-ce qui est intéressant ? Je vous ai déjà dévoilé un de ces chiffres intéressants, c'est le pourcentage féminin du contingent, à peu près 20%. Le deuxième partie qui est vraiment intéressante là-dedans, c'est l'âge moyen. C'est l'âge moyen. Et j'ai commandé un bataillon pendant 4 ans, un bataillon genevois, âge moyen, 22 ans. 22 ans. J'étais un des plus âgés en tant que commandant. Là, vous avez un âge moyen qui est à peu près de 36 ans. C'est autre chose. C'est autre chose. Il y a des personnes dans la salle qui voient très bien de quoi je veux parler. C'est autre chose de devoir expliquer à des jeunes de 21 ans qui n'ont aucune expérience et qui sont tout feu, tout flamme. C'est une autre chose d'expliquer à des gens qui ont 40 ans, 50 ans, pour ne pas dire... J'avais 4 personnes qui avaient plus de 60 ans.
dont certains sont au Kosovo depuis 4 ans, pour un depuis 9 ans. C'est difficile d'aller vers ces gens et de dire alors demain, à l'appel, vous êtes ici et puis vous chantez ceci comme cela. C'est difficile. C'est autre chose. Ça se passe très bien. Et puis à la fin, c'est tellement meilleur. C'est tellement plus gratifiant et c'est tellement meilleur. Mais ça, il faut être conscient de cette réalité-là. On n'a pas l'habitude dans les services d'instruction de l'armée suisse d'avoir ce type de personnel avec 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience. Et dans certains cas, je parlerai du système de milice tout à l'heure, dans certains cas, des gens qui sont comme miliciens beaucoup plus qualifiés que des militaires professionnels de certains pays qui nous entourent. Voilà, les statistiques régionales. Si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil à votre canton. L'organisation de la Swisscoi, c'est, on va dire, 3 entités. Les LMT, Liaison Monitoring Team, ça c'est un concept qui a été développé à partir de 2003, suite à une série de révoltes, d'incidents, et on s'est rendu compte qu'on était complètement aveugle vis-à-vis de ce qu'on appelle les atmospherics, c'est-à-dire l'opinion de la population. On est totalement aveugle. On doit attendre qu'il y ait une manifestation quelque part pour se poser la question, mais pourquoi est-ce que les gens ne sont pas contents? Et donc on a décidé de renverser la problématique et on a créé ces LMT. C'est des groupes, on va dire, entre 6 personnes et 18 personnes qui vivent sur place, donc qui sont en contact avec la population. En Bosnie-Herzégovine, il y a 2, ce n'est pas des LMT, on appelle ça des LOT, Liaison Observation Team, mais c'est exactement le même principe. Et ces gens-là, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, ils connaissent toutes les personnalités, toutes les personnes de la région, et ils vont faciliter les contacts, ils vont nous avertir de toute une série de choses. Si on n'est pas sûr de quelque chose, on va leur poser la question, on aura assez rapidement des réponses. Alors ce qui est intéressant, c'est que la Suisse brille en termes de ces LMT, de ces atmospherics, parce qu'on a ici essentiellement des étudiants qui s'intéressent à ce travail-là, qui étudient les sciences politiques, qui étudient la sociologie et qui se disent pourquoi est-ce que je ne ferais pas 6 mois, 1 an, une année sabbatique et puis j'irai appliquer, mettre en application ce que j'apprends à l'université. Donc essentiellement ce sont des étudiants, de gens qui viennent avec un grand bagage et effectivement par rapport à d'autres pays, c'est quelque chose que l'on fait très très bien. On a 6 de ces LMT, vous avez vu, depuis tout au nord du pays, à Zubin Potok, jusqu'à Prizren, donc tout en bas, tout au sud du pays. Donc ça nous donne une couverture, une vue d'ensemble qui est remarquable. Donc moi, j'allais visiter la totalité de ces emplacements. Au total, les Suisses étaient répartis sur 9 emplacements différents. Je faisais un cycle de 2 semaines pour visiter tout le monde. En 1 semaine, on ne réussissait pas, ou alors on passait 30 minutes et puis on devait partir, et puis on n'avait pas vraiment le feeling. Donc c'était extrêmement appréciable aussi pour moi, même si je n'étais pas dans la hiérarchie de ces personnels-là, de pouvoir prendre le pouls de la région. Et puis le morceau de résistance, c'est celui-là, donc le Joint Logistics Support Group. C'est ce régiment de l'OTAN, 17 pays qui constituent uniquement l'état-major que vous avez ici sur la gauche. Ça n'a pas été facile tous les jours parce que vous avez d'un côté la casquette suisse, de l'autre côté la casquette OTAN, puis vous avez une 3e casquette en plus. Mais là, j'ai été extrêmement clair. Quand je me suis engagé, j'ai parlé avec le commandant de Swissint et puis j'ai dit, c'est très simple, si vous voulez nommer un commandant du JLSG et puis un autre qui est responsable du contingent suisse, vous trouvez 2 personnes parce que moi, je ne viens pas. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai insisté jusqu'au bout. J'ai dit, moi, je ne veux pas être dans une situation de l'OTAN où il y a une panne, il y a quelque chose qui se passe, et je dois me retourner et je dois demander, avec toutes les formules de politesse suisse-alémanique que l'on peut imaginer par email, à mon remplaçant, mon chef d'état-major, qui est un major pimpé. Pimpé, ça veut dire on lui a donné un sugus supplémentaire pour les 6 mois. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, venir avec un véhicule pour aller rechercher ceci ou cela? Ça, j'ai dit, je ne fais pas. Donc, l'avantage que j'ai eu par rapport à tous les autres, c'est que côté national, c'était moi le chef, et puis côté international, c'était moi le chef aussi.
Donc ça règle beaucoup de problèmes comme ça. Cet état-major qui est essentiellement international, il y a certains Suisses, c'est une mécanique extraordinaire. J'ai dit au chef de l'armée, si je dois comparer mon état-major suisse avec l'état-major international ici, c'est la comparaison d'une boîte manuelle avec une boîte automatique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez des gens au JLSG, c'est des gens passionnés. J'ai dû prendre congé d'un certain nombre de personnes, et puis je me suis rendu compte en lisant, mais en fait, ces gens sont venus déjà 3 fois, 4 fois au Kosovo, dont 2 à 3 fois au JLSG, dans une fonction différente. Et bien là, vous vous dites, oui, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui ont de l'intérêt. Oui, en l'occurrence, je pense à quelqu'un qui vient de Bulgarie, qui est venu 3 fois, etc. Donc lui, c'est très simple, hein, il a dû juste mémoriser les noms des nouvelles fonctions ou des nouvelles personnes, et puis il pouvait tout de suite démarrer, travailler le lendemain, c'était absolument parfait. J'avais un officier logistique, un officier de transport canadien. On a parlé pendant 4 jours à l'état-major de la KFOR. Oui, on a un problème avec cette route. On ne sait pas si ça passe du bon côté de la frontière, etc., etc., etc. Je suis arrivé, je lui ai dit, Phil, est-ce que tu connais la route telle et telle? Il me répond, oui, c'est moi qui l'ai construit il y a 14 ans. Donc voilà, je suis revenu vers le commandant de la KFOR en disant, je peux vous expliquer pourquoi la route a été construite comme ça, puis après peut-être qu'on peut prendre les décisions qui sont les bonnes décisions. Enfin bref, il y a un niveau d'expertise dans cet état-major qui est absolument extraordinaire. Donc si j'ai pu faire quelque chose de bien, c'est en grande partie parce que j'avais des gens de qualité qui ont contribué à ce succès. Le JLSG, c'est un état-major, mais il n'y a pas que un état-major. J'avais un excellent chef d'état-major, qui est un colonel d'état-major général autrichien, qui a fait 2 engagements en Afghanistan, qui vient des forces spéciales et qui a déjà fait, comme lieutenant, qui avait déjà fait un engagement au sud du Kosovo. Et on a trouvé un deal, parce que tout se négocie dans la vie, on a trouvé un deal. Mon chef d'état-major s'occupait de l'état-major et moi je demandais poliment si je pouvais confier une mission, etc. C'était le deal. Lui s'occupait du back-office et puis moi je m'occupais de la partie ici en bleu foncé, c'est les unités du JLSG, donc une compagnie de transport qui est à 100% suisse depuis l'été 2024, une unité du génie, en réalité c'est 2 unités, c'est 2 sections plus, une italienne, une suisse, avec là-dedans des chiens pour le déminage, et puis également une unité lourde du génie, c'est un char de dépannage, un char du génie, vous verrez, voilà, c'est un des premiers véhicules que je suis allé visiter, évidemment. Et puis, oui, s'ajoute à cela ce que j'ai négocié, c'est-à-dire une section de pionniers de la Bundeswehr. Et puis, sur la droite, vous avez encore des équipes de déminage. Alors, il y avait une équipe de déminage suisse qui est au Kosovo, si ce que je sais est toujours correct, qui doit quitter le Kosovo à la fin de cette année, un contingent autrichien et un contingent roumain. Et ce Coordination Center EOD est responsable pour toute la partie occidentale, donc toute la partie ouest du Kosovo, et puis tous les endroits symboliques et stratégiques, donc la capitale, l'aéroport, et puis les camps militaires où nous trouvions. Donc c'était quand même des sujets intéressants. Donc une compagnie de transport, une compagnie de pionniers ou de génie, et puis un élément de déminage. Et puis ensuite, ici sur la droite, vous avez les éléments logistiques nationaux de tous les États contributeurs qu'il s'agit de coordonner. Alors là, je ne pouvais pas donner des ordres, parce que quand vous donnez un ordre en Suisse, c'est présent compris, mais quand vous donnez un ordre au sein de l'OTAN, ça coûte de l'argent. Et donc, vous ne pouvez pas ordonner aux gens, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais par contre, il a fallu mettre tous ces gens au diapason. Qui fait quoi? Est-ce que chaque pays doit absolument amener sa piscine pour le camp du quartier général? Non, ce n'est pas une question que j'ai vraiment posée. Mais c'est une question qui pourrait se poser. Comment est-ce qu'on règle certaines questions au niveau des contrats? Est-ce qu'on ne devrait pas pooler, mettre ensemble des ressources?
donc la négociation avec tous les contingents de tous ces États. Voilà quelques images de ces unités. Je vous ai parlé d'éléments de l'état-major, et puis je ne suis pas allé dans tout le détail, mais dans cet état-major, vous avez en fait l'équipe qui fait fonctionner l'aéroport de Pristina, qui est à côté d'un village qui s'appelle Zlatina. C'est le fameux aérodrome. Vous savez peut-être, ou si vous regardez sur YouTube, vous allez découvrir qu'en 1999, quand la KFOR a été créée et intervenue au Kosovo, vous savez que la Russie a eu la bonne idée de lire attentivement cette résolution 1244 et de dire l'ONU invite tous les pays à intervenir pour protéger la population, donc la Russie est aussi invitée, et la Russie s'est invitée avec un bataillon de parachutistes qui a fait 300 km depuis la Serbie et qui a foncé là, vers mon aéroport, et qui a pris cet aéroport, et les Britanniques qui sont arrivés devant Zlatina, devant ces bâtiments, se sont retrouvés avec des parachutistes russes qui leur ont dit non, vous ne rentrez pas sur l'aéroport. Et c'était quelque chose qui est devenu un incident diplomatique majeur qui a été résolu parce que pendant 14 jours, les Britanniques ont juste campé devant l'aéroport de Zlatina. Et puis ils ont attendu que les Russes n'aient plus de carburant, ils n'aient plus rien à manger. Et à un moment, il a quand même fallu discuter. Donc si vous voulez savoir comment négocier avec certains pays, venez au Kosovo, vous verrez, vous apprendrez plein de manières de négocier. Donc ça, c'est l'aéroport de Zlatina, j'y étais 2 jours par semaine, déjà parce qu'on y mange très bien. Et puis j'étais aussi responsable du port de Thessaloniki, qui est en fait un des plus grands ports militaires du sud, très important pour les mouvements de troupes. Et là-dessus se trouve une place d'armes qui est financée par l'OTAN. Donc j'étais aussi le commandant de cette infrastructure qui se trouvait en Grèce, à Thessaloniki. Vous avez quelques images de ce qu'on fait dans le domaine du transport, ce qu'on fait dans le domaine du génie. Alors c'est de la construction, mais c'est aussi détachement de soutien à la mobilité. Donc là, on a beaucoup exercé ces choses-là. On a pu créer avec le contingent suisse et avec le contingent italien 2 détachements de soutien à la mobilité différents. Il y en a un 3e, je vous passe les détails, mais qui n'était pas sous mon commandement, mais qui pouvait m'être attribué si nécessaire. Grosso modo, les Suisses s'occupaient de tout ce qui était au Kosovo. Les Italiens avaient un certain nombre de limites dans leur engagement, mais ils avaient la possibilité de sortir des frontières du Kosovo, et donc c'est eux qui effectuaient en particulier ces déplacements vers la Bosnie ou vers d'autres régions, puisque le Joint Operations Area dont on avait la responsabilité, c'est tous les Balkans, hein, c'est la Roumanie, c'est vraiment tous les Balkans, c'est pas uniquement limité au Kosovo. Et puis vous voyez ici les véhicules allemands, autrichiens et suisses pour le déminage. Donc ça, c'est une équipe professionnelle. Comme la police militaire, c'est des gens qui sont sous contrat en Suisse, et dans leur contrat, on leur dit, voilà, vous avez tous les temps une rotation de 2 mois, de 4 mois au Kosovo. Voilà. Comment est organisée la KFOR ? Je pense qu'on peut laisser ça de côté, à moins que vous ayez tout à l'heure des questions dans ce sens. Retenez simplement qu'il y a 2 commandements régionaux, un à l'ouest, un à l'est. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de formations, on appellerait ça en Suisse des formations de réserve opérative. Donc le JLSG, un bataillon de reconnaissance, et puis un bataillon, on va dire, de maintien de l'ordre, ou un bataillon d'infanterie. Ce sont les éléments qui sont vraiment dans la main et qui sont les subordonnés directs du commandant de la KFOR. Donc il y a toujours eu, que ce soit en Suisse ou ailleurs, il y a certains colonels qu'on salue et puis d'autres qu'on ne salue pas. Ça, c'était, dès mon arrivée au Kosovo, la liste des VIP de Camp Film City, qui, comme son nom ne l'indique pas, est l'endroit où se trouve le quartier général de la KFOR. Donc je peux vous dire que tout le monde me connaissait avant même de m'avoir rencontré. C'était très agréable. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 6 mois ? Parce que vous pouvez dire, jusqu'à maintenant, je vous ai beaucoup parlé, et puis on ne voit pas les chevaux sur le bitume. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 6 mois ? Je peux vous dire qu'il m'a fallu 1 semaine pour éplucher les dossiers, pour arriver à confectionner ce PowerPoint que vous avez ici. Alors la première chose que vous voyez tout en bas, c'est la rotation des différents contingents, le contingent 49,
le contingent 50, le contingent 51 ici en jaune, et puis aujourd'hui on est passé déjà au contingent 53, donc vous voyez que ça avance, ça tourne, et voilà, moi j'ai eu de la chance d'avoir dans le contingent 50 et dans le contingent 49 des gens qui m'ont vraiment donné les moyens de comprendre vite les choses, et puis il y a une phase d'à peu près 1 mois. On parle de HOTO, Handover Takeover. Cette phase, elle est extrêmement importante. Donc, si partir à l'étranger vous intéresse, on va vous parler de la phase de l'instruction Ashtan, qui est très importante. Mais il ne faut pas sous-estimer ces 2, 3 ou 4 semaines où vous êtes sur place et c'est votre prédécesseur qui vous explique. Fais attention à ça. Oui, on dit ça, mais dans la pratique, c'est comme ça que ça se passe, etc. Donc, cette phase, elle est extrêmement importante. Vous voyez quelques photos avec, très rapidement, après ma prise de commandement, qui était le 3 octobre, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une pénurie d'eau dans le camp italien. C'était assez drôle parce que le Senior National Representative italien n'était pas au courant, le commandant de la KFOR n'était pas au courant, parce que vous avez, dans certaines armées, une règle, quand vous avez des mauvaises nouvelles, eh bien, surtout vous n'en parlez pas. Et donc, moi je découvre, parce que quelqu'un m'a fait un téléphone, parce que dans mon état-major, j'entends des gens qui sont en train de discuter de où est-ce qu'on va trouver de l'eau, et puis où se trouve le numéro de téléphone des pompiers. J'entends ça, et puis je vais au commandement de la KFOR et je dis, vous savez qu'il y a un problème d'eau, etc. depuis 2 semaines. Non, personne n'est au courant. Donc, pendant 2 semaines, on a fourni 80 tonnes d'eau par jour. Alors, c'est déjà pas facile en Suisse, mais alors au Kosovo, il faut encore savoir où vous avez le droit d'aller chercher de l'eau. Donc, on a fourni de l'eau pour faire tourner le Campo Villaggio Italia à Peć. Zubin Potok, la construction de ce pont qui relie en fait une partie du village à une école. Les 25 ans de la Swisscoi, j'ai eu la chance de participer virtuellement à distance depuis mon poste de commandement. Le 14 janvier, on a réuni tous les responsables de la logistique de tous les pays contributeurs et ça a été un grand succès parce qu'on avait plus de 50 personnes, donc ça représentait 37 pays au total, sachant que la dernière conférence qui avait eu lieu précédemment, ils se sont arrêtés après la pause café, tout le monde est parti dans des directions opposées. Donc ça, c'était quelque chose, je voulais faire en sorte qu'on crée une communauté de la logistique, et ça, on a réussi à le faire, et ça a été très salué. Le 22/3, on a eu le North Atlantic Council, donc c'est tous les représentants des différents pays, les représentants permanents au sein de l'OTAN qui se sont réunis à Pristina. Et là, comme personne ne savait qui, quoi, quand, comment, je dis, vous me dites ce que vous voulez et puis on va faire. Et donc on a organisé ces convois, on a piloté 2 des 4 convois pour faire en sorte que tout se passe bien. Et puis on a ensuite ces engagements Engineer Night, je viendrai tout à l'heure là-dessus. Et vous avez en plus la bombe du 29/11, l'explosion du canal Ibar-Lapenac, je vais y revenir là-dessus. Ça a été un gros moment. Vous avez les élections générales. Un mois, entre le mois de janvier et de février, où ces élections générales élisent le Parlement, mais toutes les chambres du Parlement confondues, et donc le premier membre du Parlement, ou le président de l'Assemblée nationale, et ça va conduire à l'élection d'un nouveau président, etc. Donc, quelque chose d'assez important et qui a été extrêmement tendu en janvier et en février 2025. Et puis les drapeaux que vous avez ici, je vais les expliquer très rapidement. Vous avez au sein de la KFOR un certain nombre de troupes qui sont là en permanence. Et puis ensuite, vous avez des forces qui effectuent des rotations et qui viennent seulement pour 2 mois, pour une mission précise. Et qui doit déplacer et transporter ces éléments? Eh bien, évidemment, c'est l'élément logistique de la KFOR qui doit planifier ça, qui doit coordonner ça. Donc, c'est moi. Et donc, vous avez ce bataillon autrichien qui est parti en direction de la Bosnie-Herzégovine. Juste avant notre arrivée, vous avez un bataillon de réserve italien. Vous avez un bataillon britannique. Assez impressionnant, le sérieux des Britanniques, parce que pour les Britanniques, ce bataillon qui est dans les Balkans, pour eux, c'est la guerre. Pour eux, c'est déjà la guerre.
Il n'y a pas d'entraînement, ils ne sont pas là pour s'entraîner, ça ne les intéresse pas. Ils sont prêts avec tout leur matériel et ils étaient là pour faire un certain nombre de surveillances et d'exercices dans tous les Balkans. Un bataillon turc, qui était très content de nos prestations, un bataillon de parachutistes italiens et puis ensuite un bataillon qui n'est pas grec mais qui est sous commandement grec, qui est un bataillon de réserve multinational de l'OTAN. Donc si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ces bataillons qui ont effectué des rotations, donc ça fait 12 rotations et ça fait chaque fois à peu près 300, 500 personnes qu'il faut déplacer avec tous leurs véhicules parce que la plupart de ces contingents viennent avec leurs véhicules qui sont attribués, repartent avec leurs véhicules qui sont attribués et ce n'est pas des puches, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc en termes d'activité, j'ai demandé les statistiques. Philippe Hirtz, dont j'ai parlé tout à l'heure, m'a fourni la totalité des chiffres. On a fait mieux en 4 mois avec le contingent 51 que pendant les 9 années précédentes. Voilà, je n'ai pas besoin de commenter ces chiffres plus avant. Quelques images, tout à gauche, vous avez cette explosion du canal Dibar-Lapenach. Ça, c'est une photo qui a été prise la nuit de l'explosion. Voilà, ça a été une longue nuit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et la nuit s'est poursuivie à 1h30 du matin avec le commandant de la KFOR qui voulait quelqu'un qui puisse lui donner des chiffres, pas juste oui, mais ça va fonctionner, on va faire quelque chose. Je n'arrive pas à le faire en italien. Mais voilà, il voulait quelqu'un qui lui fournisse des chiffres, qu'est-ce qu'on peut faire, dans combien de temps, etc. Donc j'étais une des 4 personnes qui a suivi le commandant de la KFOR dans le bureau du Premier ministre où il s'agissait de négocier non seulement les aspects logistiques, la conséquence sur la population et puis aussi les questions sécuritaires. Et vous voyez ici 2 de mes commandants de LMT. Et là, on est, alors c'est évidemment après l'événement, mais c'est sur le canal, temporaire pendant les réparations sur ce canal qui ont été faites. Pendant plusieurs jours, la ville de Mitrovica n'était plus approvisionnée à l'eau potable. Et puis on a eu un autre problème très rapidement, c'est le refroidissement, le canal qui permet de fournir l'eau de refroidissement à la centrale Kek B que vous avez ici. Si vous voulez tourner un film d'horreur, allez là-bas, c'est le bon endroit pour le faire. Et la nuit de l'explosion, le chef du LMT qui se trouvait là a été appelé par l'état-major de crise de cette centrale de production d'électricité au charbon. Et puis ils ont demandé à parler avec les gens de la KFOR. J'ai dit tu y vas. C'est pas son chef américain qui lui a dit d'y aller. J'ai dit tu y vas. Et il a participé pendant toute la nuit aux séances de gestion de crise. Et du coup, moi, j'étais à côté du commandant de la KFOR avec mon téléphone Nokia des années 80, en train de parler avec ce capitaine qui était, lui, en train de parler directement avec le patron, le directeur du KEC. Ça, c'est nous en train de discuter avec cet état-major de crise le lendemain matin. Oui, on n'avait pas beaucoup dormi sur cette photo, mais l'avantage, c'est que tout le monde était en train de parler dans le vague. Nous, on disait, oui, mais il vous faut combien d'eau pour refroidir, vous avez combien d'autonomie, et puis on avait les chiffres. On a bien travaillé ce soir-là. Et puis, sur la droite, vous avez... là, on se trouve au-dessous du pont d'Austerlitz à Mitrovica. Je pense que je suis le premier commandant qui a décidé que chaque mission de déminage, moi, je vais avec. Voilà. Puis on regarde ce qui se passe. Et du coup, j'ai eu une collaboration, même si je parle très, très mal italien, et je m'en excuse. On a eu une collaboration absolument extraordinaire. Je pouvais à peu près leur demander n'importe quoi. C'était vraiment une équipe de champions. Vous avez ici quelques images de nos préparatifs pour intervenir en cas de manifestation. Vous avez ce fameux char de dépannage que j'ai voulu sortir de son parking de temps en temps. Et puis vous avez en haut à droite ces exercices Engineer Night. Ce sont pas des exercices, pardon, ce sont des engagements qui à l'époque ont été extrêmement discrets. Ça a été un incident diplomatique entre le Kosovo et la Serbie. La police kosovare et les forces de
de protection des frontières ont commencé à creuser des tranchées, et certaines de ces tranchées étaient du mauvais côté de la frontière, ça a créé des incidents diplomatiques, tout le monde voulait s'échanger des politesses, et donc il a fallu quelqu'un qui planifie l'action d'aller de l'autre côté de la frontière, et puis le plus rapidement possible, le plus discrètement possible, combler ces trous, et puis rétablir la circulation côté serbe de la frontière. Donc ça, je l'ai fait 2 fois, j'ai planifié la 3e opération, et puis ça reste un souvenir qui est assez particulier. Après, je peux vous raconter plein de légendes qui existent là-dessus, mais on a beaucoup appris de cela. Quelques images du contingent suisse, le détachement d'hélicoptères qui est très important. Là, vous avez des pilotes d'hélicoptères heureux parce qu'ils nous ont amenés à Tirana. C'est l'aéroport de Tirana ici. Juste à côté de Tirana, vous avez le port de Durrës où on se trouve. Et ce bataillon de force spéciale, ce bataillon léger de force spéciale britannique, eh bien, ces véhicules se trouvent là, derrière nous, entreposés sur le port. Donc on a eu de très très bons échanges. Et puis c'est le JLSG, enfin j'ai imposé ça, que ce soit le JLSG qui soit responsable de la discussion avec tous les États environnants pour ce qui concerne les questions de logistique. Vous avez le commandant Michaud qui a rendu une visite, et puis c'est la première fois qu'on lui a pas fait un briefing ni en français ni en allemand, si vous voyez ce que je veux dire. On lui a expliqué la vision du JLSG. On a fait la même chose à un certain nombre d'autres personnalités militaires suisses, mais ça c'est quelque chose qu'il a beaucoup apprécié. Vous avez l'ambassadeur de Suisse avec qui on avait la possibilité d'échanger toutes les 2 semaines, parce que voilà, il se passe beaucoup de choses et on a besoin aussi de cette compréhension des choses plus diplomatique, plus politique. Vous avez mon équipe de choc qui a organisé les transports pour la conférence de l'OTAN au mois de mars. Vous avez mes collègues autrichiens et allemands, donc les Senior National Representatives des 3 États de ce qu'on appelle le DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz. Et là, avec ces gens-là, on était très proches. Et on a très bien travaillé ensemble. Et puis vous avez quelques images des LMT et de l'environnement. Pour conclure, c'est quoi l'avenir du Kosovo ? C'est une question longue, difficile, ça dépend des perspectives. Mais je vous montre ces 2 cartes, 1990 et 2015. Ça vaut ce que ça vaut en matière de statistiques, mais ça vous montre que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, quoi que l'on décide, il y a une tendance qui est inexorable. Je ne la justifie pas, je ne l'encourage pas, mais c'est la purification ethnique. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui ne sont pas voulus dans certaines régions, et du coup, la présence serbe au Kosovo va devenir de plus en plus limitée. Aujourd'hui déjà, une grande partie de cette population, soit ils se font extrêmement discrets, soit alors ils sont présents, mais alors ils sont payés par Belgrade, c'est-à-dire que si vous êtes étudiant serbe, vous avez la possibilité d'être payé, vous avez la possibilité d'avoir un logement à un prix extrêmement modéré si vous signez un bail de 9 ans dans un nouveau groupe de lotissement au nord de Mitrovica. Donc il y a des efforts, les enseignants, tous les métiers, on va dire, de service public sont financés, sont payés par la Serbie pour que les gens restent là le plus longtemps possible. On ne sait pas combien de temps ça va se faire. On parle d'albanisation du nord du Kosovo, mais ça c'est une réalité, quoi qu'on décide. Ensuite, il y a ce dialogue Pristina-Belgrade qui est au point absolument mort. Il y a un nouveau représentant spécial de l'Union européenne qui est quelqu'un qui connaît très très bien le terrain, et on peut espérer qu'il ait un génie pour trouver des points de relation entre les acteurs, mais je ne vous cache pas que l'on mette la pression ou que l'on ne mette pas la pression sur ce dialogue, ça n'avance pas. Et ça n'avance pas parce que derrière, vous avez la Serbie, vous avez la Turquie, vous avez les États-Unis, vous avez un certain nombre de big players qui dépassent complètement le jeu diplomatique que je viens de vous expliquer dans ce dialogue Pristina-Belgrade. Vous avez des États-Unis, les Turcs, la Grèce est aussi très présente, certains États du Golfe qui viennent avec beaucoup d'argent, qui ont des intérêts extrêmement clairs.
c'est difficile de lutter, d'influencer ces décisions. Et puis vous avez une petite surprise. L'arrivée de Trump a conduit à la nomination de Brenner, en fait quelqu'un qui déteste cordialement la Serbie et en particulier, et non seulement la Serbie, mais qui déteste aussi et encore plus l'actuel Premier ministre kosovar. Le résultat, c'est qu'actuellement, le Kosovo se trouve dans une situation diplomatique très difficile. Ils font absolument profil bas, dans la mesure où le risque aujourd'hui, c'est que Trump se désintéresse complètement du Kosovo du jour au lendemain. Et puis la dernière incertitude, la dernière inconnue, c'est sur la droite. Qu'est-ce qui se passe si les autorités du Kosovo, de manière illégale en réalité, développent leurs propres forces armées? Donc ça, c'est tout un sujet de débat parce que c'est quelque chose qui, en fait, est en contravention de la résolution de l'ONU 1244. Et donc, ça met l'OTAN dans une situation de difficulté, en sachant que les principaux sponsors de ce développement des forces armées kosovares, ce sont 1, les États-Unis, et 2, la Turquie. Donc, vous voyez la position de la KFOR qui est de dire que cette Kosovo Security Force qui a été acceptée, qui a été autorisée en tant que force de protection de la population, d'aide en cas de catastrophe, c'était ça à l'origine, aujourd'hui est en train de devenir une force militaire qui est aussi importante et mieux équipée que la KFOR. Et ça, c'est quelque chose qui met l'OTAN, qui met l'Union européenne, qui met tout le monde dans une situation assez difficile. Et donc, ce sera un sujet qui va bien sûr revenir ces prochaines années. Le Kosovo, je crois vous avoir fait la démonstration que la Suisse a beaucoup de choses à faire, a beaucoup d'intérêts, doit s'intéresser à ce qui se passe au Kosovo par rapport aux autres engagements à l'étranger de la Suisse qui sont sous une étiquette OSCE, sous une bannière européenne ou bien de l'ONU. Là, on a la possibilité de travailler dans un cadre OTAN. C'est pas tout à fait la même chose et c'est quelque chose sur lequel, ou c'est un élément sur lequel il y a un retour sur investissement très très important dans tous ces différents domaines de coopération internationale. On peut créer en fait un véritable benchmarking entre des militaires suisses et des militaires étrangers. J'ironisais à l'époque de la manière suivante. Vous savez que tous les militaires suisses qui sont au Kosovo sont en fait des militaires contractuels ou professionnels, alors que, à contrario, tous les militaires américains qui sont au Kosovo sont des miliciens, puisque c'est la garde nationale qui envoie chaque 9 mois une nouvelle brigade. Donc c'est un nouvel État américain qui envoie ses forces sur place. Donc on a plein d'a priori, on a plein d'idées, on a plein de stéréotypes. Les Suisses, ça devrait être les miliciens. Les Américains, ça devrait être les professionnels. Oui, il faut aller au Kosovo pour se reposer sérieusement la question, est-ce que vraiment c'est comme ça sur le terrain ? Non, c'est pas comme ça sur le terrain. Encore une fois, les Américains, ce sont des miliciens, alors que les Suisses, un tiers, ce sont des gens qui sont non seulement des contractuels, mais qui ont prolongé leur engagement sur 1 an, voire plus. Donc en termes d'expérience et en termes de professionnalisme ou de contrat, il faut challenger certaines de nos idées reçues. J'ai parlé du DACH, donc cette relation entre Allemagne, Autriche et Suisse. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. J'ai introduit non seulement des réunions régulières chaque mois avec mes homologues germanophones, mais j'ai créé des réunions de la francophonie. C'est plus sympa et puis on boit moins de bière, un petit peu plus de vin. Voilà. Et étonnamment, ces rencontres de la francophonie, c'est arrivé juste au moment où le Luxembourg et la Belgique ont décidé de se joindre à la KFOR, donc aux Canadiens et aux Français. On a pu ajouter d'autres contingents. Voilà, tout ça pour dire, on apprend beaucoup à être confronté dans ce cadre de l'OTAN. Si vous me permettez, je clorerai par ceci quelques réflexions qui ne sont que cela, qui sont des réflexions personnelles. À un moment, l'instruction, la méthodologie, les principes, tout cela, c'est très bien.
mais ça fait du bien, ça fait vraiment du bien d'être dans une organisation où à la fin, vous êtes mesuré, vous êtes évalué sur les résultats. Et je pense que c'est ça la grande leçon, c'est que si on change le mindset un tout petit peu de cette vision très scolaire, vraiment des écoles de cadres ou des écoles de recrues, où il faut atteindre un niveau général de performance, et si on part dans une direction de mesurer la performance et la priorité à l'engagement, là je pense qu'on va faire un pas immense dans ces prochaines années. Le transfert de savoir-faire et d'expérience, il est absolument considérable, je le vois tous les jours aujourd'hui. Il y a un fossé assez important dans l'armée suisse entre ceux qui sont allés voir dehors, ceux qui ont ouvert les coutilles, et puis ceux qui sont encore dans leur cave. C'est ça la vérité du moment. Et je pense que tout le monde va se mettre d'accord. C'est pas du tout un problème. En Suisse, on arrive à expliquer les choses, on est raisonnable, on arrive à marcher ensemble, mais simplement, il va falloir expliquer, il va falloir faire preuve de pédagogie. Le commandement, j'étais très loin de la Suisse, même si j'avais beaucoup de séances en visioconférence. Et il y a cette chaîne du commandement qui était finalement assez directe, parce que mon N+1, c'était le commandant de Suisse-Int, et puis mon N+2, c'était le commandant de corps Michaud. Donc, vous avez compris, la chaîne de commandement, elle était extrêmement directe, et puis on a pu de cette manière-là régler des questions très, très rapidement. La question des remplaçants et des relèves, j'ai été remplaçant d'une brigade mécanisée, donc je sais ce que c'est que d'être remplaçant, et je sais que ce n'est pas un job facile. D'un autre côté, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai dit on va faire des journées des remplaçants, c'est-à-dire que pendant une journée, moi je prends tous les chefs à moi et puis on va laisser tous les remplaçants diriger, et ça permet d'être beaucoup plus tranquille quand on part en vacances, quand on est en congé, quand on a un jour off, de s'assurer que la personne qui est en charge est en mesure de remplir la mission aussi. Il ne faut pas sous-estimer les dimensions psychologiques et la résilience. J'ai dit à mon contingent, si vous pensez qu'en partant 6 mois, certains problèmes que vous avez dans votre vie de tous les jours vont se régler par magie, ça ne va pas se passer. Les problèmes, ils ne vont pas se régler tout seuls, et la situation, elle va devenir encore pire. Et ça s'est confirmé de manière extrêmement précise, d'où l'importance d'avoir autour de soi des gens sur qui on peut compter. Quels sont les gens sur lesquels on peut compter? Je ne vais pas vous faire l'affront de parler de la loi de Pareto, mais comme partout, avec un tout petit groupe de personnes, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Il faut juste choisir les bonnes personnes et puis leur donner les bonnes informations. Et puis leur donner votre confiance. On a parlé de l'interopérabilité, je vous ai dit le challenge de ce système de milice. Juste pour dire, les personnes sur la droite, ce sont 3 personnes parmi 9 qui ont secouru plusieurs victimes d'un accident de la route. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui sont décédées dans cet accident de la route. C'était juste après notre fête du contingent. Donc, ils ont été décorés par le chef de l'armée avec un ruban dédié. Alors, ceux-là ont reçu le ruban. D'autres ont aussi sauvé des vies, et puis pour des raisons X ou Y, ils n'ont pas reçu. Mais je veux simplement dire que vous partez dans une mission pour faire quelque chose de précis, et puis de temps en temps, vous pouvez quand même faire quelque chose de bien en plus que ce qui est vraiment dans le cahier des charges qui vous a été fixé. Et puis le dernier point, il faut penser à l'avenir. On est des locataires, on est ici à titre temporaire. Donc ces bâtiments que vous avez ici, la construction a commencé 1 an avant que j'arrive au Kosovo. Quand je suis parti, il manquait encore certaines pièces parce qu'elles ont été commandées, ce n'étaient pas les bonnes, il a fallu échanger. Je vous laisse... voilà. Mais il faut accepter que tout n'avance pas à la même vitesse. Et puis, quand on a 20 ans, on est peut-être moins tolérant, on accepte peut-être moins certaines réalités que quand on en a 50. Et sur ces paroles, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis de votre patience. Je regarde l'heure. Merci beaucoup.